Donc nous allons continuer les vidéos sur les grandes crises biologiques au cours du Phanérozoïque, et cette fois-ci nous allons traiter de la crise Permo-Trias. Alors, dans les 5 grandes crises, la crise Permo-Trias, c'est clairement celle qui a eu le plus grand impact sur la biodiversité. Comme vous pouvez le voir ici, sur la courbe de Sepkoski, avec les données de Sepkoski, il enregistre moins 52%, là où sur les autres crises, c'est entre moins 11 et moins 14%. Donc clairement, elle est d'un ordre de grandeur beaucoup plus importante en termes de changement dans la biodiversité pour le Phanérozoïque. C'est vraiment la plus importante de toutes. Euh, elle, a, elle a eu des impacts vraiment extrêmement importants et qui sont connus pour s'être fait ressentir pendant de nombreux millions d'années sur le Trias, même si cette vision d'un impact extrêmement long dans le temps est remise en question par des nouvelles observations et des nouvelles découvertes, notamment de Lagerstätte triasique. Lors de la quantification, il est considéré qu'il y a une chute de 55% des genres et de 96% des espèces. Cette crise Permo-Trias, s'il y a des crises qui ne sont pas enregistrées par toutes les études, elle est enregistrée par toutes les études. C'est clairement celle qui n'a pas de discussion. Par contre, c'est une crise qui est assez bien admise comme ayant au moins 2 phases d'extinction. Alors, on va avoir une crise à la fin du Capitanien, fin du Guadeloupéen au cours du Permien moyen, avec une chute de 36% des espèces. Et puis, il y aura une seconde crise, cette fois-ci à la fin du Shangxingien, excusez-moi, donc c'est la fin du Permien, avec une chute de 57% du nombre de genres. Et cette seconde crise, aurait duré entre 12 et 100 000 ans. Donc il y a des quantifications qui sont encore discutées et peut-être discutables, mais en tout cas, il semblerait qu'on ait quand même deux phases importantes et que lorsqu'on accumule dans une quantification telle que Sepkoski, ça mène à une énorme diminution de la diversité. Ici, vous pouvez voir les extinctions du Capitanien et puis les extinctions du Shangxingien, sachant que celles du Shangxingien sont beaucoup plus marquées que celles du Capitanien, mais celles du Capitanien sont déjà extrêmement élevées, parce qu'on va avoir des extinctions qui vont être comprises entre 10 et 50-60%. Là où Shangxingien, on va pouvoir parfois même dépasser les 90% de la diversité. Quelle que soit la méthode d'estimation, cette crise du fin du Permien, c'est toujours la plus importante, notamment dans une étude de McGee et collaborateurs en 2013, où ils ont essayé de comparer les méthodes, les différentes méthodes de quantification, pour voir quelles sont les différentes crises qui ressortaient, et la crise de la fin du Permien, du Shangxingien, est celle qui ressort toujours en premier. Donc elle est clairement la plus marquée. Cette crise a un deuxième effet extrêmement important, c'est qu'elle marque un changement dans les faunes. En effet, elle fait la transition entre la faune paléozoïque et la faune moderne. C'est un changement extrêmement important, il n'y en a eu que 2 fois des changements aussi importants, au début de l'Ordovicien avec la transition de la faune cambrienne vers la faune paléozoïque, et donc ce second changement, depuis la faune paléozoïque vers la faune moderne. Donc un changement extrêmement important. La crise Permo-Trias a aussi bien impacté les faunes que les flores, qu'elles soient marines ou terrestres. Donc on va avoir vraiment un impact qui va être global sur l'ensemble de la Terre et qui va être global sur les environnements, à savoir marins peu profonds, marins profonds, océan ouvert, et aussi qui va être terrestre. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'extinctions de masse. On va avoir la disparition complète des trilobites, des goniatites, des coraux rugueux et tabulés, et des échinodermes blastoïdes. On va avoir d'autres groupes qui vont être extrêmement touchés, mais qui ne vont pas disparaître. Vous avez notamment les brachiopodes, vous avez les foraminifères, avec la disparition des fusulines, les gymnospermes ou les synapsides. La crise Permo-Trias et le Trias inférieur sont marqués par des perturbations extrêmement importantes du cycle du carbone. Comme vous pouvez voir ici, vous avez au Trias inférieur votre delta C13 qui part un peu dans tous les sens, et ces grandes perturbations marquent clairement
des perturbations extrêmement sévères du cycle du carbone. Donc extrêmement un état, un environnement et un cycle du carbone qui a subi une perturbation dont il a mis un certain temps pour se remettre, et peut-être ça peut être compté. Alors les datations sont vraiment remises en question, mais peut-être des centaines de milliers d'années, voire l'ordre de millions d'années. Vous avez une disparition des récifs et une réduction drastique des organismes marins et terrestres. Donc, quoi qu'il se passe, vous avez une perturbation qui va être à l'échelle globale. Elle touche le cycle du carbone qui est global. Encore, si on n'enregistrait que dans les environnements marins, on pourrait se dire que c'est uniquement la partie marine du cycle du carbone, même si ça va impacter les autres réservoirs. Mais on va toucher les organismes marins, les organismes terrestres. Donc on a clairement une crise, une cause, plusieurs causes globales. Donc les origines de la crise Permo-Trias sont clairement extrêmement débattues, vu que c'est la crise la plus importante en termes de magnitude. Cependant, il n'y a pas de consensus, en tout cas pas de consensus simple. Une théorie qui était souvent mise en avant, c'est la formation de la Pangée, donc un unique supercontinent qui suggère en fait que cette formation de Pangée aurait réduit drastiquement la surface des environnements marins néritiques. Bon, sur cette carte, pour laquelle certaines reconstructions sont peut-être à discuter, mais grosso modo, c'est tout le pourtour du continent, ici. Si vous n'avez plus qu'un seul continent, vous diminuez cette surface. Or, c'est dans ces environnements-là où vous allez avoir la majorité de la diversité des organismes d'invertébrés. Des environnements peu profonds, subcôtiers. Donc, si vous réduisez cet espace, vous allez forcément réduire l'espace de diversité. Et de plus, donc, ce qui aurait mené à une crise. De plus, vous avez un seul continent. Donc, des systèmes qui vont être extrêmement grands. Ce qui aurait mené à une aridification extrêmement importante de ce continent. Qui aurait mené, du fait, à une disparition, une extinction de masse chez les plantes. Alors le problème dans cette hypothèse, et qui a été relevé depuis très longtemps, c'est qu'il faut mettre en lien un événement tectonique de très long terme, c'est le cycle de Wilson de 150 millions d'années, c'est formation d'un supercontinent qui ne se fait pas juste en quelques millions d'années, et une crise, elle, soudaine, même si elle est en deux temps, mais c'est une crise qui va se faire sur dans un intervalle de temps de quelques millions d'années, une dizaine de millions d'années. Donc c'est pas du tout les mêmes échelles de temps qui sont mises en relation. D'où le fait que cette formation de la Pangée, certes, elle doit être en jeu, elle n'explique pas l'ensemble de la perturbation identifiée. Alors vous pourriez avoir aussi une météorite qui aurait pu venir perturber le système, comme ça a été proposé notamment pour la crise Crétacé-Paléogène dont on reparlera. Et en fait, il y a des traces de météorites, de quartz choqués, qui ont été retrouvées au niveau de la limite Permo-Trias, en Antarctique. Il y a aussi des cratères en Australie, en Antarctique, qui pourraient être en cause. Alors ça pourrait être aussi des très bons candidats. Vous avez ici le cratère en Australie, mais cette hypothèse n'est pas cohérente avec une extinction de masse en deux temps. Certaines extinctions, si la seconde semble être dans un intervalle de temps qui va être assez court, elle semble quand même être de l'ordre de la dizaine à la centaine de milliers d'années. Donc ça reste peu cohérent avec une chute d'une météorite qui est un événement instantané qui va avoir des effets sur quelques années, voire quelques dizaines d'années. Donc de nouveau, peut-être que ces météorites ont eu un impact, mais elles n'expliquent pas toute la perturbation. Alors un événement qui a été souvent mis en avant aussi, ça va être le volcanisme. En effet, vous avez la mise en place des trappes de Sibérie, qui sont une région de dépôt de lave volcanique extrêmement important, et en fait c'est l'événement volcanique le plus important du Phanérozoïque tel qu'il est connu à l'heure actuelle. Alors pourquoi c'est si important que ça le volcanisme? Tout simplement parce que lorsque vous avez du volcanisme, vous allez apporter du CO2 qui va créer une augmentation de la température. Cette augmentation de la température elle va se faire aussi bien sur les océans que sur les continents. En plus, vous avez des aérosols qui sont éjectés avec le CO2 par les volcans, ce qui va avoir une tendance à former des pluies acides.
Vous allez aussi apporter tout un tas de cendres qui vont engendrer, en fait, qui vont monter dans l'atmosphère, qui vont engendrer une limitation de la pénétration, une sorte d'hiver nucléaire, qui va limiter la photosynthèse et décimer la chaîne trophique. Cependant, là où on va avoir une limite, c'est qu'on va avoir des relations entre volcanisme, réchauffement climatique, extinction de masse, qui parfois restent débattues. Notamment, vous avez des effets d'aérosol qui vont avoir une tendance à refroidir l'environnement. Donc, d'un côté, vous avez le CO2 qui a tendance à réchauffer l'environnement, de l'autre côté, vous avez ces aérosols qui ont tendance à refroidir, tout comme les cendres dans l'atmosphère qui vont avoir tendance à réduire la température. Donc, il y a un peu des rétroactions dans les deux sens, et savoir qui a le plus d'effet est assez difficile. Même si ce volcanisme, de nouveau, s'il n'explique peut-être pas tout seul, associé avec les autres événements, peut être créer une extinction de masse extrêmement importante. Et donc du coup, vous pouvez avoir aussi, associé à cet événement, une anoxie qui est venue perturber les environnements. Alors là, dans ce cas, les environnements qui vont être océaniques. En effet, la limite Permo-Trias, ici à gauche, en Australie, et ici à droite en Chine, sont marqués par des niveaux de black shell, donc de schiste bitumineux, très riches en matière organique, qui sont des marqueurs d'anoxie. Vous avez des bactéries sulfatoréductrices anaérobiques dont les traces ont été retrouvées dans ces dépôts. Anaérobiques signifie qu'elles vivent dans des environnements dans lesquels il n'y a pas d'oxygène, et donc qui marquent très bien une anoxie. Alors cette anoxie, elle serait liée dans les modèles courants d'anoxie avec une augmentation du CO2 qui aurait qui aurait fait un réchauffement climatique, qui aurait augmenté. D'un côté, vous avez une augmentation de la productivité primaire, et de l'autre côté, le réchauffement climatique va mener à une stratification accrue des eaux, ce qui va limiter l'apport d'oxygène dans les couches les plus profondes, enfin même à cause de la stratification, il va y avoir moins de communication entre les couches supérieures, qui vont être, elles, encore oxygénées, avec les couches qui leur sont en dessous, et l'épaisseur de l'anoxie va dépendre de sa magnitude. Alors, cette anoxie, elle est extrêmement importante parce qu'elle pourrait aussi être liée avec une hypercapnie, c'est-à-dire une saturation en CO2 de l'eau qui, elle aussi, est préjudiciable aux organismes. Donc, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a eu tellement d'apports en CO2 par les volcans que du coup, il y aurait vraiment beaucoup de CO2. Bon, cette théorie reste beaucoup plus difficile à mettre en évidence, alors que l'anoxie, elle, est observée. Et donc du coup, cette anoxie, de nouveau, ça va être un événement qui va sûrement avoir eu un impact extrêmement important sur la crise, mais n'explique pas la crise dans les environnements continentaux. Donc elle n'explique pas la crise Permo-Trias à elle seule. Et puis vous avez, comme vous avez des bactéries sulfatoréductrices, vous avez la possibilité d'avoir des émissions de sulfure d'hydrogène dans l'atmosphère, donc ça va empoisonner l'atmosphère. Il y aura une tendance aussi à détruire la couche d'ozone, et donc ça va aussi créer des puits acides, donc clairement être extrêmement important, enfin préjudiciable aux organismes. Mais de nouveau, on va avoir un problème de magnitude. Est-ce que ça expliquerait à lui seul la crise? Probablement pas, parce qu'il faudrait énormément de production de sulfure d'hydrogène pour arriver à détruire l'ensemble des environnements sur Terre. Vous avez aussi, comme hypothèse qui a été mise en avant, c'est une hypothèse qui est souvent proposée pour les réchauffements climatiques, les émissions de méthane par des clatrates. Donc, les clatrates sont des systèmes que l'on retrouve dans les océans qui piègent du méthane. Les clatrates de méthane, on dirait un peu de la glace quand on voit ça, et puis elles sont pas stables elles sont stables à certaines conditions, puis dès qu'elles sortent de ces conditions, elles vont libérer leur méthane. Si vous apportez du méthane, vous avez perturbé le cycle du carbone, chose que l'on voit dans les registres du delta C13. Et puis le méthane, c'est extrêmement puissant comme gaz à effet de serre, et donc du coup on va avoir réchauffement climatique, anoxie, et donc ça expliquerait bien de nouveau les perturbations du cycle du carbone.
Mais de nouveau, il ne semble pas que ce soit la seule hypothèse. Et certaines discussions sont sur la forme du delta C13 qui pourrait être, enfin, lorsqu'on essaye de modéliser, serait moins bien expliqué par un apport en méthane, en tout cas les formes des perturbations, que par d'autres apports. Vous avez la même chose, des émissions de méthane, mais cette fois-ci par des bactéries méthanogènes. Alors c'est une hypothèse qui est beaucoup plus récente, où cette fois-ci ça ne va pas être les clatrates qui vont être en cause, mais des bactéries anaérobiques qui produisent du méthane. Ça serait lié en fait à l'augmentation de nickel dans les océans, qui proviendrait du volcanisme, et qui aurait mené à l'anoxie, qui aurait favorisé le développement de ces bactéries anaérobiques. De nouveau, le changement de delta C13 n'est pas cohérent avec l'évolution de la concentration en nickel. Donc si on a une relation entre nickel et développement de ces bactéries, enfin développement de l'anoxie de ces bactéries, on devrait avoir une concordance entre les concentrations en nickel sédimentaires et le delta C13, chose qui n'est pas observée. Donc vous voyez, il y a tout un tas d'hypothèses diverses et variées. Mais de manière générale, la majorité des scientifiques vont vous dire qu'on a bien une crise permo-trias qui n'est pas expliquée par un seul type de perturbation, mais plutôt par plusieurs perturbations qui sont arrivées en même temps. Notamment, le fait que vous ayez la Pangée a sûrement favorisé l'amplitude que pouvaient avoir les crises dans les domaines néritiques peu profonds, marins, étant donné que vous allez avoir une réduction de ces surfaces-là. Donc peu de sites refuges, et qui ainsi vont augmenter l'impact notamment d'anoxie. Donc vous avez sûrement une succession d'événements concomitants, avec le volcanisme, le réchauffement climatique, l'anoxie, la Pangée, qui sont des faits d'observation. Après, comment l'anoxie est venue? Est-ce que c'est par le réchauffement? Est-ce que vous avez un lien avec ce que je viens de vous dire, le nickel? Est-ce que vous avez des apports de méthane qui à l'origine du réchauffement? C'est beaucoup plus difficile à mettre en avant. Mais au moins, le volcanisme, la Pangée, le réchauffement climatique et l'anoxie sont clairement identifiés. Et potentiellement, vous pouvez avoir ces météorites qui seraient arrivées par la suite, vu qu'il y a des cratères qui ont été identifiés, dont les datations restent encore peut-être à affiner. Pour terminer, vous avez une proposition qui a été faite, c'est-à-dire que la chute d'une météorite serait à l'origine de la mise en place des trappes de Sibérie. Alors c'est possible, c'est modélisable, mais c'est toujours débattu chez les physiciens. En effet, moi j'ai pu voir une étude où l'impact de la météorite sur la modélisation terrestre engendrait une augmentation de la chaleur de l'autre côté du globe. Et donc cette augmentation de chaleur aurait pu mener aux trappes de Sibérie. Mais la relation entre ces deux événements n'est pas encore complètement établie chez les géophysiciens. Et donc pour l'instant, on va dire que c'est une possibilité, mais qui n'est pas encore clairement identifiée. Nous continuerons l'étude des différentes crises biologiques, et cette fois-ci nous passons à la crise finitriasique, donc à la limite entre le Trias et le Jurassique, qui correspondra à notre 4e grande crise.